L'histoire du jour, c'est un véritable thriller de l'ère numérique. Ah oui, là on est en plein dedans. Imaginez un jeune diplômé en physique qui, depuis son ordinateur portable, dans une bibliothèque, bâtit un empire d'1 milliard de dollars. Un empire de l'ombre, bien sûr. Totalement. Traqué par toutes les agences fédérales américaines, une histoire qui se termine par une arrestation digne d'un film et une condamnation à perpétuité. Sauf que, Sauf que ce n'est pas la fin. Aujourd'hui, on plonge dans les sources qui racontent l'ascension, la chute et l'improbable renaissance de Silk Road et de son créateur, Ross Ulbricht. et on va essayer de comprendre l'homme, l'idéologie et la technologie derrière tout ça. Exactement. C'est une histoire fascinante parce que ça dépasse de loin le simple fait divers criminel. Ah, complètement. C'est vraiment le récit d'une collision. Une collision frontale entre une philosophie, le libertarianisme radical, quasi anarchiste, Oui. et des technologies qui étaient toutes nouvelles à l'époque comme le réseau Tor et le Bitcoin. Et les questions que ça pose sont encore plus pertinentes aujourd'hui. Ben oui. Où s'arrête la liberté et où commence la loi à l'ère d'Internet? C'est la question centrale. Alors, justement, commençons par le début. Qui était Ross Ulbricht avant de devenir cette icône du Darknet? Les textes le décrivent pas du tout comme un baron de la drogue caricatural. Non, c'est l'inverse même. C'est ça. On a plutôt le portrait d'un jeune homme idéaliste, diplômé en physique, qui voyait le système, l'État, la finance comme une forme d'oppression. Et c'est ça qui est complètement contre-intuitif. On s'attendrait à un criminel motivé par l'argent. Absolument. Mais les sources, notamment des extraits de son propre journal, montrent que son point de départ, c'est pas le profit, c'est la philosophie. Il voulait créer quoi, au juste? Ce qu'il appelait une simulation économique. Un endroit où les gens pourraient échanger des biens et services sans aucune, mais alors aucune interférence de l'État. Une sorte d'utopie libertarienne. Une utopie? Le paradoxe, c'est que la seule marchandise assez demandée pour financer cette utopie, elle était illégale. Et il se cachait derrière un pseudonyme assez cinématographique. Dread Pirate Roberts. Oui, le terrible pirate Robert, c'est pas anodin, non? C'est une référence au film Princess Bride. Exactement. Dans le film, ce nom, c'est pas une personne, c'est un titre. C'est un manteau qu'on passe à son successeur. Et ça en dit long sur son ambition. Énormément. Il ne voyait pas Silk Road comme son projet, mais comme une entité qui devait lui survivre. L'idée, c'était que si un Dread Pirate Robert s'était arrêté, un autre prendrait la relève. Il voulait créer une institution immortelle, en quelque sorte. Voilà. C'est cette dimension idéologique qui a attiré au début une communauté très très engagée. Alors, comment cette idée, cette utopie, s'est concrétisée? Comment on passe du concept à la plateforme? La mise en œuvre, en fait, elle était d'une simplicité géniale. Elle reposait sur 3 piliers technologiques. D'accord? Premièrement, le réseau Tor. Ça permet de naviguer sur Internet de façon anonyme. La connexion rebondit entre plein de serveurs dans le monde, donc impossible de te localiser. C'était la garantie d'anonymat pour tout le monde. Les vendeurs, les acheteurs. Et le site lui-même. Deuxièmement, le Bitcoin. Qui, à l'époque, ne valait rien ou presque. C'était une curiosité de geek. Mais Ulbricht a compris son potentiel. Une monnaie décentralisée, non contrôlée par les banques, parfaite pour des transactions anonymes. Et le troisième pilier? Le plus vieux système de livraison du monde, la Poste. Tout simplement, Ce qui donne naissance à ce que les articles ont appelé l'Amazon du vice. c'est ça. Mais une question se pose. Comment créer de la confiance entre des inconnus qui s'échangent des produits illégaux? C'est là que son vrai coup de génie. Il a compris que dans un marché sans régulation, la confiance, c'est la monnaie la plus précieuse. Donc Il a copié ce qui marchait déjà. Les mécanismes d'Amazon ou d'eBay, un système de notation, d'avis clients. Ah, d'accord. Un vendeur avec une bonne réputation pouvait cartonner. Un vendeur qui arnaquait ses clients était banni par la communauté elle-même. Il n'a pas seulement créé la technique, il a bâti l'écosystème de confiance qui allait avec. Il a bâti un écosystème autorégulé, tout à fait, Et cet écosystème a connu une croissance. fulgurante. Les chiffres sont vertigineux. On parle de plus de 100 000 utilisateurs. Et un volume d'affaires qui atteint 1,2 milliard de dollars, en à peine 2 ans, Sur lequel, lui, il prélevait une commission. ce qui l'a rendu multimillionnaire en bitcoins. Et c'est là qu'on arrive au deuxième grand paradoxe de cette histoire. Son mode de vie. Exactement. Il est à la tête d'une multinationale du crime, il brasse des fortunes, mais sa vie est à l'opposé de l'image qu'on pourrait s'en faire. Pas de manoir, pas de voiture de luxe, rien de tout ça. Rien. Les textes le décrivent vivant en colocation à San Francisco sous un faux nom. Et passant ses journées dans des bibliothèques publiques ou des cafés pour utiliser leur Wi-Fi gratuit,
Tout son empire, toute sa puissance tenait sur un vieux Samsung portable. Il y a une image dans un des articles qui résume tout parfaitement. Lequel? C'est le boss final du game, et il est assis à côté de toi dans le métro. C'est incroyable! Cet effacement total dans le monde réel. C'était le cœur de sa stratégie. Être partout sur le réseau et nulle part dans la réalité. Mais gérer une telle plateforme, c'est pas juste de la technique. Il devait être aussi un peu le PDG, le juge. Ah mais complètement. En tant que Dread Pirate Roberts, il réglait les litiges, il gérait les modérateurs, il faisait face aux hackers. Ça devait être une pression énorme. Énorme. Et les sources évoquent même une facette beaucoup plus sombre. C'est-à-dire? Des accusations selon lesquelles il aurait commandité des assassinats contre des gens qu'il faisait chanter. Il n'a jamais été condamné pour ça, cela dit. Non, jamais. Mais ça montre les décisions extrêmes auxquelles il a pu être confronté pour protéger son utopie. On a donc cette forteresse numérique qui a l'air imprenable, gérée par un fantôme. On se demande comment une telle opération a bien pu être stoppée. Une faille d'entor? Une infiltration? On pourrait penser ça, oui. Ben non. Et c'est ça qui rend la chute si ironique. Ce n'est pas une cyberguerre high-tech qui a eu raison de lui. C'était quoi alors? Une seule erreur humaine. Une trace minuscule laissée 2 ans avant même le lancement de Silk Road. 2 ans avant? Oui. Un agent de l'IRS, le fisc américain, un certain Gary Alford, a passé des mois à éplucher des milliers de pages de forums. Et il est tombé sur un message posté bien avant la création du site. Et qu'est-ce que ce message avait de si spécial? C'était un message d'un utilisateur, pseudo-Altoid, qui posait une question technique très spécifique. Et quelques messages plus loin, ce même Altoid cherchait un informaticien pour un projet et laissait une adresse email. Ne me dis pas que c'était... rossulbricht@gmail.com. C'est pas vrai! C'était le premier fil de la plotte. Une simple seconde d'inattention, des années plus tôt, où il a mélangé son identité réelle et un pseudo. Le FBI a patiemment tiré ce fil. C'est incroyable. Après toutes ces précautions, c'est une vieille habitude qui fait tout s'effondrer. La technologie peut être quasi parfaite, l'opérateur, lui, ne l'est pas. C'est la faille humaine, toujours. C'est la leçon éternelle de la sécurité informatique. La faille se situe presque toujours entre le clavier et la chaise. Une fois qu'ils avaient son nom, j'imagine que le piège s'est refermé assez vite. Ils ont monté une surveillance massive, ils ont corrélé ses déplacements avec les moments où le Dread Pirate Robert se connectait, c'était bon. Et la scène de l'arrestation, le 1er octobre 2013, elle est digne de toute l'histoire. Vraiment un scénario de film. Ah oui. Le FBI savait que c'était crucial de le capturer avec son ordinateur portable ouvert et connecté. La seule façon d'accéder aux preuves avant qu'ils ne puissent tout verrouiller. Exactement. Ils l'ont localisé dans la section science-fiction d'une bibliothèque de San Francisco. Et là, ils ont mis en place une diversion. Une diversion assez originale. On imagine des assauts du SWAT, des trucs de faux. Mais non. Non. 2 agents, un homme et une femme, se placent derrière lui et commencent à simuler une dispute de couple hyper bruyante. Dans le silence d'une bibliothèque, c'est comme une explosion. C'est psychologiquement impossible à ignorer. L'instinct humain prend le dessus. Il se retourne. Il se retourne, et à la seconde où sa tête est tournée, un autre agent, posté à côté, se jette sur l'ordinateur et le subtilise. Fin de la partie. Checkmate, comme le décrit un des documents, fin de la partie. L'accès à l'ordi a fourni au procureur des milliers de pages de journaux, de conversations, un dossier en béton armé. La suite est assez logique. Un procès très médiatisé et une sentence d'une sévérité extrême. 2 peines de prison à perpétuité sans aucune possibilité de libération conditionnelle. Le message du système judiciaire était limpide. On ne tolère pas la création de zones de non-droit. Exactement. Il ne s'agissait pas seulement de punir un crime, mais de faire un exemple. Pour eux, ce n'était pas un pionnier, c'était un baron de la drogue de l'ère numérique. Point. Donc, pendant 12 ans, l'histoire semblait terminée. Ross Ulbricht est devenu un symbole, une sorte de martyr pour les communautés crypto et libertariennes. Et il y a eu des pétitions, des millions levés pour ses appels, mais rien n'a marché. Son avenir semblait scellé. Et c'est là que l'histoire prend un tournant que personne, mais alors personne, n'avait vu venir. On est en janvier 2025. Donald Trump est à peine revenu à la Maison-Blanche. Il signe une série de décrets et de grâces présidentielles. Et dans la liste? Et dans la liste, le nom de Ross Ulbricht. Un séisme politique et médiatique. C'est le plot twist final. Mais quel était le calcul politique derrière ça? Libérer le fondateur du plus grand marché noir en ligne de l'histoire. Les analyses convergent vers plusieurs points. D'abord, c'est un geste très clair vers sa base électorale la plus anti-establishment et vers la communauté crypto qui a un poids financier et politique de plus en plus fort.
D'accord. Et ensuite, c'est une manière de défier ce que Trump appelle le deep state, l'État profond, les institutions judiciaires qui ont mené cette enquête. C'est donc moins une décision sur le cas Ulbricht qu'un acte politique pur. C'est un acte politique pur visant à affirmer son pouvoir. Et donc? Russell Bricht est libre, il sort de prison après avoir passé toute sa trentaine derrière les barreaux. Il découvre un monde qui a radicalement changé. Mais d'une manière qui doit lui sembler étrangement familière. C'est l'ironie suprême. Le Bitcoin, Le Bitcoin, cet outil de niche qu'il utilisait quand il valait quelques dollars, est devenu ce que les sources appellent l'or numérique mondial. Un actif financier reconnu. détenu par des millions de personnes, les idées de décentralisation, de méfiance envers les institutions pour lesquelles il a été emprisonné, sont devenues des sujets de conversation grand public. C'est... Un des textes utilise une analogie parfaite. C'est un New Game Plus. comme dans les jeux vidéo. Voilà. Le mode qui te permet de recommencer une partie en gardant toute ton expérience et tes acquis. Alors, que retenir de toute cette saga? On a une idée radicale qui devient un empire, qui s'effondre à cause d'une erreur humaine, pour renaître d'une décision politique, imprévisible. Ce que ça démontre, finalement, c'est qu'on peut emprisonner l'homme, mais pas l'idée. Ulbricht a été condamné, mais le modèle de Silk Road, un marché anonyme, mondial, basé sur la réputation, a été validé par son succès. Le génie est sorti de la bouteille. Le Darknet a survécu à la chute de Silk Road. Le marché s'est juste fragmenté sur des dizaines d'autres plateformes. L'État a gagné une bataille, mais pas la guerre. La guerre pour le contrôle de l'information et du commerce en ligne est loin d'être terminée. Cette histoire illustre vraiment cette tension permanente entre l'innovation technologique, qui repousse sans cesse les frontières, et la volonté de l'État de garder le contrôle. Silk Road est un défi direct à ce contrôle. Sa chute a montré la puissance de l'État. Mais la survie du concept et la libération de son créateur montrent que la technologie et les idéologies qu'elle porte ont leur propre dynamique. Et la question de la frontière entre liberté et crime, elle reste entière. Peut-être, lui se voyait comme un pionnier. La justice l'a vu comme un criminel. Et d'une certaine manière, les deux visions sont correctes. C'est ça qui rend l'histoire si complexe. Peut-être que c'était juste un premier acte. Un brouillon pour les conflits à venir. Avec l'IA décentralisée, les organisations autonomes. Qui sait? Et pour finir, les documents qu'on a parcourus soulèvent une question provocatrice, qu'on peut laisser en suspens. Russ Ulbricht est-il finalement un visionnaire qui a payé le prix d'être en avance sur son temps et qui a obtenu une forme de justice provisoire, ou simplement un criminel qui a bénéficié d'un coup de chance politique extraordinaire à la toute fin?